bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Mansour Kamardine. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. À la fois une fierté et un devoir. Plaisir. Et un devoir aussi en tant que député. Un plaisir. Oui. Il n'y a pas de devoir à venir te voir chaque matin. Non, c'est vrai. C'est de communiquer, non, mais de communiquer envers la population, c'est important. C'est important. Et on voulait vous avoir en plateau pour avoir votre sentiment sur ce qui se passe actuellement sur Mayotte. Là, en face de nous, c'est encore dans l'actualité, Batrolo, est-ce que vous vous réjouissez de la situation et de toutes les situations? C'est-à-dire que le terrain a été dégagé des habitations insalubres, que des personnes sont en tout cas l'État condamné à reloger des personnes, que les personnes soient relogées, et que l'état du terrain est dans un état lamentable. Alors, je ne me réjouis pas de la situation. Oui. Mais je me réjouis de ce qu'enfin, à Mayotte, l'État prend ses droits de cité. Et c'est lettre de noblesse. L'État de droit, c'est quoi? C'est l'État qui respecte et qui fait respecter le droit de tout le monde. Nous avons une charte qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui dit qu'il y a un certain nombre de libertés, des libertés individuelles, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, la liberté, le droit de propriété, ainsi de suite. Donc ce sont toutes ces libertés-là qui effectivement méritent d'être protégées à Mayotte. Batolo a pu récupérer son terrain, il a été dépossédé. Il a récupéré, pour l'instant, c'est un tas de déchets. Hein. Il a récupéré son terrain, ouais. Et c'est une excellente nouvelle. Une décision de justice est exécutée, c'est également une excellente nouvelle. Il y a des gens qui étaient là depuis plusieurs années et c'est la conséquence d'une certaine inertie, d'un certain laisser-aller de l'État, et l'État qui rattrape l'État et qui est appelé à ses responsabilités, parce que l'État, dès le départ, aurait exécuté et aurait fait en sorte que ces gens-là ne s'installent sur la propriété d'autrui, probablement ils ne seraient pas condamnés aujourd'hui à les reloger. Donc je crois qu'effectivement, petit à petit, l'État retrouve... D'accord, Mansour Kamardine, mais on voit ces personnes qui sont relogées aujourd'hui dans une école, le T17. Oui, ça vous choque pas? Ça ne me choque pas à partir du moment où ça ne porte préjudice à personne. Oui, c'est les vacances. Aujourd'hui, c'est les vacances. Non, je crois qu'il faut dire les choses. Que les gens... moi, autant je suis partisan de ce qu'effectivement on lutte contre l'immigration et autres, autant je suis partisan parce que nous sommes une communauté des humains. Quelles que soient les latitudes où nous nous trouvons, et donc il est tout à fait normal que les gens ne soient pas jetés comme ça. Après, il faudra vérifier. Tous ceux qui ne sont pas en situation régulière devront trouver le chemin du retour. Tous ceux qui sont en situation régulière, il faudra les encourager à trouver les moyens pour s'installer ailleurs. Il y a peut-être un point que l'État n'a pas encore exploré. Si M. Patrick a remis un certificat d'hébergement à Mansour qui était en situation irrégulière, il faudra que Mansour soit logé chez Patrick. Et vérifier. Voilà, et bien vérifier qu'il y soit. Et d'ailleurs, je souhaite également qu'à l'avenir, les factures qu'on donne, les titres d'identité qu'on donne, les certificats d'hébergement qu'on donne, qu'il y ait un service spécifique à la fracture dédié à ces missions-là, qu'on procède à des vérifications. On donne des titres de séjour de 10 ans, de 5 ans, sans jamais aller vérifier si les documents qui sont versés dans les dossiers sont en conformité avec les réalités du terrain. Donc c'est tout ça. Il faut absolument que ce service de l'immigration se mette à niveau, ça se fasse comme ça se passe, que les instructions de dossier se fassent comme il se fait ailleurs, au lieu de venir simplement parce qu'on a été à la maison du livre, on a acheté un cahier, qu'on se fasse régulariser des situations, parce qu'effectivement, après, au final, ça coûte cher, parce qu'il faut reloger les gens, il faut, ainsi de suite. Il y a toute une batterie de mesures derrière à assurer que l'État aujourd'hui, soit n'a pas les moyens, on le voit bien avec la crise des Gilets jaunes, soit ne veut pas le faire, on le voit aussi à Mayotte depuis ce temps, et les retards que nous avons pris. Et donc, il est tout à fait normal, à mon goût, que ces personnes-là soient logées dans le cadre de leur logement d'urgence,
Et puis après, petit à petit, qu'ils retrouvent une vie normale, que soit ils s'organisent pour s'installer en ville, s'ils n'ont pas les moyens, notamment quand ils sont en situation irrégulière, effectivement, qu'on les reconduit vers leur pays d'origine. Pour retordre le cou à certaines réflexions qui nous parviennent dans le sens où Mansour Kamardine, sans l'immigration, il aurait pu de sujets de discussion. On va parler politique un tout petit peu, si vous êtes d'accord. Oui, ça c'est, je l'ai entendu beaucoup, mais Vous l'avez entendu ça aussi? Non, non, mais bon, ça arrive encore. Oui. Mais justement, on va démontrer qu'on peut aussi parler d'autre chose. Vous êtes le patron. D'abord, je veux dire, moi je ne réponds qu'aux questions qu'on me pose. Oui. Si j'arrive chez vous, vous me posez une question sur l'immigration, je réponds. Bien sûr. Là, vous m'avez posé une question sur l'état de décasement ou d'exécution d'une décision de justice, je me réjouis. Voilà. Et donc, je suis désolé pour votre... Non, on va parler politique. Vous êtes le patron des Républicains ici à Mayotte. On va parler de Sada. Qu'est-ce qui se passe encore à Sada? À Sada, la décision de mettre en place, comment on dit, d'investir un candidat pour la mairie de Sada n'est pas celle qui est aujourd'hui en place, c'est-à-dire Anchia Bamana. Qu'est-ce qui se passe à Sada? Ce qui se passe à Sada, il faudra certainement inviter le président de la section de Sada. Moi, je suis de Sada. Oui. Bon. Quelque part, vous savez ce qui s'y passe, Mansour. Vous êtes patron de Sada. Je suis patron des Républicains et de Sada. Des Républicains à Mayotte. Non, des Républicains à Mayotte. Oui. Nous avons 17 sections à Mayotte. Oui. Nous avons donné des instructions aux 17 présidents des sections pour organiser, mettre en place des procédures de désignation des candidats. Ces procédures sont en cours, à Sada comme ailleurs, et donc les procédures se font. Ensuite, ils viendront à nous, une fois que toutes ces procédures seront terminées, au comité départemental d'en juger et d'en décider quand il s'agit d'une compétence du comité départemental, sinon au Conseil national d'en décider quand il s'agit d'une compétence nationale, parce qu'il y a des villes comme Mamoudzou ou Kongou, c'est le Conseil national à Paris qui décidera, parce que ce sont des villes de plus de 30 000 habitants. Voilà les procédures. Et donc, mais que ce soit à Sada... mais si, mais vous habitez Sada, vous êtes patron des Républicains, vous habitez à Sada. Est-ce que le fait que Anchia Bamana ne soit pas investi officiellement, votre sentiment en tant que président des Républicains, ça peut mettre en porte-à-faux la mairie de Sada chez les Républicains? J'ai décidé de ne pas réagir sur les sujets locaux. Que ce soit Madame Anchia, que ce soit celui qui investit, que ce soit le président, vous diront que j'y vais quasiment jamais aux réunions de section de Sada, parce que je ne veux pas être le président. Je ne veux pas être le président de la section de Sada. Il y a un président de section de Sada. Je ne vais dans aucune des sections dans le cadre des désignations des candidats, et donc je ne le ferai pas. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Mansour Kamardine. Désolé pour notre auditeur, mais moi j'ai envie de revenir sur la question migratoire et sur l'affaire Batrolo. Ah ben, désolé, oui, désolé pour vous de revenir là-dessus. Moi je m'en fous, je réponds aux questions qui me sont posées parce que je suis un garçon qui veut être correct et poli. On sait ce que les gens polis sont. Voilà. Vous êtes rentré très fermement. Je vous laisse propriétaire de vos... Oui, vaut mieux. Hein. Voilà. Vous êtes rentré très fermement en opposition contre le défenseur des droits Jacques Toubon il y a quelques semaines sur le fait qu'il défendait peut-être un petit peu trop les étrangers. Vous disiez que les droits sont pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Qu'en est-il aujourd'hui de votre conflit avec Jacques Toubon? J'imagine que vous l'avez rencontré parce que vous le connaissez. Alors, un conflit, non. Je crois qu'il faut utiliser des mots, les mots qui conviennent. Il y a eu froissement à un moment donné quand même. Hein. Jacques Toubon et moi, nous sommes des vieux amis. Nous nous connaissons depuis les milieux des années, disons, 80-90, même avant, depuis les années 80. Aujourd'hui encore, nous connaissons et j'ai eu un grand plaisir effectivement à échanger avec le défenseur des droits. De Chiracien. Voilà, le défenseur des droits, il y a un peu plus d'1 mois et demi à Paris, et nous avons évoqué cette question, et je lui ai rappelé très simplement que le défenseur des droits était le défenseur de tous les droits. Et nous avons convenu effectivement qu'il était inacceptable que l'on puisse venir à Mayotte et qu'on s'approprie la propriété d'autrui.
qui est une liberté fondamentale et constitutionnellement garantie. Mais en même temps, lui aussi, il dit oui, il faut que l'État mette en place une véritable politique de lutte contre l'immigration et ne pas laisser les gens venir s'installer sur les terrains d'autrui. C'est pour cela que je suis content, que comment dirais-je, l'exécution de la décision de justice. Vous savez, en droit français, quand on est dans un pays de droit, l'inexécution d'une décision de justice constitue un trouble grave à l'ordre public. Ça veut dire que depuis la décision qui a été rendue et qui a été restée inexécutée, l'État provoquait ici des désordres à l'ordre public. D'accord? À partir du moment où l'État exécute, l'État met en ordre l'ordre public. Et donc, on ne peut que s'en réjouir. Et donc, s'agissant de Jacques Toubon, j'ai aussi appelé son attention sur les inégalités, sur les discriminations dont sont l'objet les Mahorais et le département de Mayotte dans la politique globale de l'État. Et donc, il a pris de notes. Ça veut dire quoi? Qu'au sein des services d'État ici à Mayotte, il y a une forme de discrimination? Il y a des discriminations que j'ai dénoncées, notamment des discriminations à l'emploi du côté notamment du côté du vice-rectorat, où on a décidé de manière informelle mais sûre, tous les éléments se démontrent, qu'on réserve l'école primaire aux jeunes Mahorais diplômés, l'école primaire, et puis l'école secondaire aux autres. C'est une discrimination à l'emploi inacceptable parce que les jeunes Mahorais ont aussi vocation à enseigner dans le secondaire, à l'université, ainsi de suite. Donc, mais je dénonce des discriminations qui sont organisées par l'État national. Quand on a le SMIC qui n'est pas au niveau, quand on a les cotisations sociales qui ne sont pas au niveau, quand on paye les retraites qui ne sont pas au niveau, mais que dans le même temps, on prend les excédents des cotisations pour les renflouer les caisses nationales et qu'on refuse de revaloriser les minima sociaux à Mayotte, tout ça, ce sont toutes ces discriminations qui ne sont pas expliquées ou qui sont expliquées à votre interlocuteur là qui dit que je ne parle que de l'immigration. Il faut qu'il sache que l'État refuse de faire à Mayotte en raison de l'immigration. Et donc l'immigration porte gravement atteinte aux intérêts les plus légitimes des Mahorais. On a vu un débat à l'Assemblée, notamment devant la Commission des Affaires étrangères, une députée qui a déclaré publiquement que le préfet de Mayotte lui a dit que nous ne pouvons pas développer suffisamment Mayotte parce que c'est une façon d'attirer encore l'immigration clandestine, voyez-vous. Donc c'est pas moi qui en parle, ce sont les éléments, ce sont les faits, c'est l'État qui nous mène sur ce terrain-là. Donc effectivement, si nous voulons progresser, nous sommes obligés d'évoquer la question migratoire, la maîtrise du flux migratoire. Monsieur Kamardine, en quelques secondes, déjà oui, c'est déjà un quart d'heure. Quel message vous avez envie de faire passer à tous ceux qui vivent sur cette île, sur le 108e département, à quelques jours de la fin de cette année 2018? Un élément d'espoir quand même, parce que dans la vie, il faut toujours espérer. Oui. Nous avons vécu une année très difficile. Déjà, nous avons fini 2017 de manière très difficile, souvenons-nous de la feuille de route. Nous finissons également cette année avec beaucoup de difficultés. Mais l'espoir aussi renaît, comme je disais, avec l'exécution de cette décision, avec la mise en œuvre de la loi Elan, ainsi de suite. Mais nous avons encore beaucoup de combats qui nécessiteront certainement, j'en suis persuadé, la mobilisation de l'opinion publique. Quel combat? Le principal combat, c'est lequel? Des combats, par exemple, pour la piste longue, des combats pour l'égalité sociale, des combats pour la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire, notamment de mobilité, des combats, par exemple, pour doter le port de Longoni des moyens de son développement, de son essor, de façon à asseoir l'économie. Des combats, en un mot, pour le développement économique, pour créer de l'emploi en faveur des jeunes, ainsi de suite. Donc c'est tout ça, ce sont ces combats-là que nous avons déjà engagés, mais que nous allons continuer l'année prochaine. Et je suis persuadé que les Mahorais seront au rendez-vous parce qu'il faut que nous sachions, nous avons vu avec les Gilets jaunes, quand il n'y a pas de mouvement, la technostructure, la haute technostructure ignore les réalités du terrain parce qu'ils sont dans la stratosphère. Il faut que de temps à autre on les rappelle. Je note c'est également avec là aussi un sentiment d'espoir et d'espérance, c'est que nous avons fait plusieurs mois, 3 mois de grève, il n'y a pas eu de casse, il n'y a eu rien.
C'est quand même économiquement, ça a été très compliqué. Non, Bonsoir. économiquement. Ah oui, mais c'est pas rien. Non, mais d'accord. Mais économiquement. Mais on n'a pas eu de voitures brûlées, on n'a pas eu de casse, on n'a pas eu. De violence. Et je m'en réjouis des violences. Et je m'en réjouis et j'espère que nous continuerons à nous mobiliser à chaque fois que l'intérêt supérieur de Mayotte le commandera, mais toujours dans la grande dignité. Parce qu'imaginez un seul instant, si ce qui s'est passé à Paris était passé à Mayotte. On a vu même la grève, on disait déjà, mais pourquoi on les a fait de département? Là, à Paris, ils ont cassé. Tous ceux qui disaient ça sur Mayotte se sont tus, se sont mis sous la table, on ne les entend pas. Et donc, moi, je dis que ce qui s'est passé à Paris, il faut leur enlever le statut de département. Voilà, par exemple. Et donc je souhaite vraiment que sur tous ces sujets-là, parce que la France est ainsi faite, quand on revendique légitimement, mais simplement, on n'est pas entendu. Quand on est dans la rue, on est bien entendu. Malheureusement, c'est comme ça. J'aurais aimé effectivement que la culture administrative française change et qu'on écoute déjà les élus, les associations, les relais intermédiaires pour éviter ces situations-là. Allez, Samuel, pour conclure très rapidement. 12 septembre 2017, vous en parliez tout à l'heure, la feuille de route, un tollé immense, un émoi énorme à Mayotte. Vous, les élus, dont vous avez fait partie, vous avez réussi à la suspendre et à l'arrêter. Doit-on avoir peur en 2019 des accords qui se préparent? Avoir peur, nous devons être vigilants. C'est la devise de Mayotte. Rahachiri. Nous devons être vigilants. Et donc, il faut être vigilant pour 2019. Il y a effectivement des discussions, des négociations entre l'État français et l'État comorien. Nous, comme je l'avais demandé, nous exigeons d'être là et de savoir ce qui se joue, que nous puissions donner notre point de vue, mais nous souhaitons également, et ça, ce point-là, j'y crois qu'on fait, nous devons pouvoir établir une feuille de route entre nous et notre gouvernement et notre État pour asseoir définitivement la francité de Mayotte de par le monde. Merci. Et ça fait partie aussi des objectifs pour l'année 2019. Merci beaucoup, Mansour Kamardine. Si vous me permettez, juste oui, pour souhaiter des vœux de bonheur, de santé, de prospérité à toute la population de Mayotte. On allait en faire de même avec vous présenter tous nos vœux, parce que ça arrive, et puis on ne sera pas là le jour du premier de l'an, mais on voulait également vous souhaiter une excellente année 2019, un petit peu en avance, mais on aime bien être les premiers. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.